Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Journée particulière quand même hier aux Nations Unies avec cette jeune Greta Thunberg qui a laissé exploser son émotivité, sa rage même, face à une assemblée de dirigeants. Et puis quelques heures plus tard, on apprenait qu'avec une quinzaine de jeunes, elle dépose plainte contre 5 pays, dont la France, pour contravention, si je puis dire, au respect des droits de l'enfant. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est utile, ce type d'action contre la France en particulier? Oui, je pense que c'est utile parce qu'il faut saisir toutes les possibilités d'interpeller les États qui mènent des politiques aujourd'hui contraires à l'objectif, qui est un objectif d'urgence pour la vie humaine, pour la survie de l'humanité et aussi pour le sens de nos vies, qui vise à changer de modèle de développement pour empêcher le réchauffement climatique. C'est ça l'enjeu. Et donc, on manifeste. D'ailleurs, le président de la République français a fait la leçon aux jeunes qui manifestaient en les invitant plutôt à passer leur vendredi à aller ramasser des ordures en Corse. Il n'aurait pas dû dire ça. Alors, il n'aurait pas dû dire ça. Ou alors à aller en Pologne. Oui. Je trouve ça d'un mépris considérable vis-à-vis d'une jeunesse qui, au contraire, a décidé de se préoccuper d'une question mondiale, une question de bien commun. Et c'est une bonne nouvelle que la jeunesse marche pour une cause qui est une cause juste sur le fond. Donc il affiche le mépris par rapport à cette jeunesse mobilisée. Oui, je trouve ça assez scandaleux. Et donc cette démarche qui est empruntée par Greta Thunberg et des jeunes, je la trouve juste parce qu'elle nous interpelle. Justement, la question que vous posez, on se dit « Ah mais quand même, à ce niveau-là, il faut interpeller les États. » Vous savez, je prends une autre cause, mais par exemple en Seine-Saint-Denis, où il y a un défaut de l'État du point de vue de l'égalité républicaine, des villes ont décidé de porter plainte contre l'État. Donc saisir la justice pour essayer justement de faire bouger des États qui ne bougent pas, je trouve ça bien. Après, il y a des limites, puisque, par exemple, les États-Unis... Certains diront c'est un coup d'éclat, oui. Mais en réalité, la plainte, il faudra des années pour qu'elle soit effectivement instruite. Donc, en termes d'utilité propre, enfin vraiment première, ça n'a pas de sens. C'est symbolique. Oui, mais parce qu'elle interpelle... Et parce qu'on en parle là, et parce qu'on se demande même, bien sûr, et aussi le mérite de se dire comment on peut faire. On marche dans la rue, personne ne nous écoute. On va déposer plainte, peut-être que ça ne va pas suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, je suis très heureuse qu'il y ait cette jeunesse internationale qui est en train de se souder, de se mettre en mouvement pour une cause qui est une cause humaine majeure, centrale pour l'avenir. On écoute la réponse d'Emmanuel Macron qui a confié à nos confrères d'Europe 1 l'appréciation qu'il avait de cette plainte. Justement, on l'écoute. Pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont en train de bloquer. Quand je vois qu'on va fermer l'ensemble de nos activités charbon, qu'on stoppe l'exploitation d'hydrocarbures, qu'on est en train de bouger, je suis pas sûr que ce soit en effet la voie la plus efficace. Je pense surtout que maintenant, on a besoin qu'on ait une jeunesse qui nous aide à faire pression sur ceux qui bloquent, en se mobilisant, et qui aussi participe à des actions très concrètes. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. Bon, voilà, deux choses. Un, c'est pas efficace. Et deux, il répète ce que vous releviez il y a un instant, c'est-à-dire c'est bien de manifester, mais comme il l'a dit à la tribune, des actes, oui. Qu'il passe à l'action. Très bien, mais qu'il passe à l'action, parce qu'aujourd'hui, l'écologie... Emmanuel Macron, l'écologie, bien sûr, l'écologie du gouvernement est d'abord et avant tout, et même pour finir, une écologie de communication. Il faut être concret. Je veux dire, moi, je vais vous prendre du local au global, ce qui se passe aujourd'hui en France et qui ne va pas du tout. Le président de la République a donné son aval pour signer toute une série de traités de libre-échange. Alors, on l'a entendu sur le Mercosur, dit peut-être que non, mais en attendant, il a signé... Suspendu. Oui, peut-être que non, suspendu, c'est-à-dire donc peut-être que non, enfin peut-être que oui quand même, mais en attendant, on a bien voté, enfin ce gouvernement a bien... signé pour ce qui relève du CETA, traité de libre-échange avec le Canada, JEFTA, avec le Japon, avec la Nouvelle-Zélande, on discute, et que sais-je. Ces traités commerciaux de libre-échange s'assoient littéralement sur les objectifs de la COP21. Ça, c'est de la macroéconomie. Mais quand vous descendez à l'échelon local, je vais prendre un autre exemple très concret. Europa City, vous connaissez ce projet au Triangle de Gonesse, un immense centre commercial voulu par la famille Muliez qui est richissime. Alors ça, c'est en Île-de-France. D'utilité. C'est un projet qui est inutile là où on pourrait faire de l'économie circulaire. De faire en sorte qu'il soit abandonné. Le gouvernement a appuyé, a donné les autorisations. C'est scandaleux. Donc comment on peut nous raconter qu'on fait de l'écologie et à côté de ça, être dans une logique
consumériste, être obsédé par la croissance économique, ça c'est le vieux monde, et être dans une logique de libéralisme économique et d'austérité budgétaire. Vous vous rendez compte qu'il dit ça au moment où il va y avoir 5000 suppressions de postes au ministère de l'écologie. Donc contradiction, 5000 suppressions de postes au ministère de l'écologie. Grand diseux, petit faiseux, comme on dit, c'est ça que vous reprochez à Emmanuel Macron. Un manque de cohérence, un manque d'action, un manque de volontarisme et surtout une logique politique générale qui est ce libéral. Si vous voulez, le profit, il n'en a rien à faire de l'avenir de la planète. Rien à faire. Or, le président de la République est allié au monde de la finance parce qu'il croit profondément qu'il y aurait un cercle vertueux. Or, il y a un cercle mortifère à cette logique économique de la même manière pour l'austérité. Vous ne faites pas de transition énergétique si vous n'avez pas les moyens publics d'investir dans cette transition. Deuxième erreur d'Emmanuel Macron. Donc, quelque part, il peut dire des mots, mais son moule idéologique est celui d'un ancien monde qui est productiviste et qui est ultralibéral. Et ça, c'est contraire à l'avenir de la planète et de l'humanité. Ce qu'on entend aussi, Clémentine Autain, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est une certaine gêne par rapport à la radicalité. Il attaque cette radicalité. Alors, il faut s'entendre sur le mot. Il n'a pas raison, dans le fond. Non, je ne crois pas du tout, mais parce qu'il faut s'entendre sur le mot. Le mot fait souvent peur, on entend dans radicalité, extrémisme, trop, etc. La radicalité, ça veut dire prendre à la racine. Et je pense que les jeunes ont raison de dire qu'il faut prendre à la racine le problème. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont un peu terrifiés par, on va dire, le discours très émotionnel de Greta Thunberg ? Ceux qui sont dérangés quand même, en se demandant si elle n'est pas manipulée, si cette émotion à fleur de peau, cette haine presque qui, hier dans son discours, perlait contre ceux qui n'agissent pas. Non, j'entends des personnes qui se sentent mal à l'aise quelque part vis-à-vis de ce personnage, qui est une jeune femme singulière, tout à fait singulière. Un personnage, dites-vous. Oui, c'est devenu un personnage, un symbole. C'est une jeune femme, mais elle incarne quelque chose à l'échelle planétaire. Et ça, c'est pas rien. Donc j'entends cette gêne, mais au fond, elle incarne quelque chose de bien plus grand qu'elle. Donc il ne faut pas se focaliser que sur Greta Thunberg. Il faut se focaliser en revanche sur une jeunesse qui, pour prendre la France, on la voit le vendredi, c'est impressionnant. Moi, je suis allée dans les manifestations du vendredi, c'est impressionnant, y compris les mots d'ordre, parce que les mots d'ordre, ils touchent aussi au sens. Pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on produit, qui décide de ce qu'on produit, qu'est-ce que c'est que ce consumérisme dingue ou quelque part, ce qu'on nous propose, c'est de gagner de l'argent pour consommer, mais quel est le sens de cette consommation ? Et je trouve que ça interroge même pourquoi on fait société. Et ça, c'est fort et c'est profond. Alors, le changement, si on n'aime pas le mot radical, je dirais qu'en tout cas, il faut un changement en profondeur de la société. Clémentine Autain, un débat qui revient régulièrement en France, qui traduit quand même un malaise par rapport à ces questions liées à la laïcité. La FCPE des Bouches-du-Rhône a publié un tract sur lequel, on va le voir je pense à l'image, sur lequel on voit une femme voilée accompagnant un enfant, regardant un enfant, et le slogan c'est « Oui, je vais en sortie scolaire ». Et alors, c'est une forme de défense des femmes voilées dans un contexte extra ou intrascolaire, tout ça est un peu flou, d'où c'est vrai un débat qui finalement n'est pas complètement tranché. Est-ce que ce tract vous pose un problème ? Je ne sais pas s'il est opportun de sortir ce tract. En tout cas, pourquoi ? Je ne sais pas si c'est dans les Bouches-du-Rhône, donc je ne sais pas si ça répond en fait à quelque chose de précis. J'ai pas eu le temps de regarder. En tout cas, je suis favorable vraiment à ce que les femmes qui portent un foulard puissent accompagner les sorties scolaires. Et je le dis aussi du point de vue du territoire que je représente à l'Assemblée nationale, qui est la Seine-Saint-Denis, parce que je peux vous dire très simplement que si demain on interdit aux femmes qui portent le foulard de faire les sorties scolaires, il y aura tout simplement plus de sorties scolaires. Donc ça me paraît dingue. Et par ailleurs, je suis favorable à ce que les femmes, toutes les femmes, mais aussi celles qui portent un foulard, ne soient pas exclues de ce qui peut justement aussi les faire sortir de la maison et permettre une sociabilité dans un univers qui est un univers de la vie, de notre vie. Donc après, sans doute que la FCPE a voulu marquer le coup parce qu'il y a des personnes qui se battent. Est-ce que c'est son rôle ? C'est une fédération de parents d'élèves, rappelons-le, plutôt marquée à gauche. Elle a inscrit sur le tract #respect. On entend bien le message. Respectons les femmes qui portent le voile. Certains vont dire, mais respectons la République. Et la République, elle interdit le port de signes religieux dans un contrat qui peut aussi être considéré comme scolaire. Oui, mais elle l'interdit pas dans la rue. Enfin, je veux dire, faut faire un tout petit peu attention quand même à ce qu'on dit. Ce foulard a en plus des symboliques qui sont très variées chez les femmes qui le portent. Pour vous, quelle symbolique ? Est-ce que c'est un signe religieux pour vous ?
c'est de fait un signe religieux, et ça peut tout à fait être perçu comme un signe religieux, mais c'est pas toujours le sens que mettent les femmes qui le portent, c'est ça que je veux dire. Mais c'est d'abord, c'est pas d'abord un signe religieux, le voile? Moi, je le vois comme d'abord un signe religieux, mais pour discuter très souvent avec des femmes qui portent le foulard, elles ne mettent pas dans ce foulard toujours d'abord ce signe religieux. Non, mais vous le voyez comme un signe religieux. Oui, bien sûr. Mais on peut entendre aussi qu'elles mettent autre chose dans ce foulard. Et que la question, c'est est-ce qu'on braque là-dessus? Est-ce qu'on braque là-dessus? Est-ce que fondamentalement, la question de la laïcité est à ce point mise à mal? Je ne le crois pas en France. Je pense qu'il y a un mouvement profond de sécularisation des musulmans qui est montré par toutes les enquêtes, et que plus on fige, plus on braque, plus on stigmatise, plus on exclut d'une certaine manière, moins on favorise ce processus de sécularisation et de permettre à ces femmes d'être, de n'être pas regardées comme elles le sont aujourd'hui. Mais pourquoi on en parle? Encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y a un flou juridique. Est-ce que vous demandez à ce que ce soit définitivement tranché, dans la mesure où Jean-Michel Blanquer avait dit, lui, que toute personne qui accompagne est en situation d'être un collaborateur de l'éducation nationale et donc d'être soumis aux mêmes règles de laïcité? Écoutez, pour l'instant, à ma connaissance, que ses collaborateurs. Et par ailleurs, il y a des décisions de justice qui sont un peu contradictoires. Donc on est dans un flou. Est-ce que c'est sain? Alors que vous me demandez mon point de vue, je suis députée, donc oui. Je vote les lois. Le débat est déjà venu à l'Assemblée nationale et peut-être reviendra. Je ne suis pas favorable à ce qu'on interdise aux femmes qui portent le foulard de pouvoir faire ces. Donc, mais est-ce que vous souhaitez que je ne crois pas qu'en faisant ça, et je ne crois pas qu'en faisant ça, on menace la laïcité. Je ne le crois absolument pas. Je pense qu'au contraire, on permet. À la fois qu'il y ait des sorties scolaires sur des territoires, ou sinon je ne sais pas comment on fait, première chose. Deuxièmement, on permet à ces femmes... Vous n'avez pas l'impression de faire recul, que la République recule? Non, je ne le crois pas. Dernière question. Vous savez ce qui fait reculer aujourd'hui la République? Franchement, c'est la rupture d'égalité. Et ça, la rupture d'égalité, elle fait reculer la République. Alors, et elle renvoie certains publics, certains territoires dans la relégation, et donc potentiellement aussi dans une défiance vis-à-vis de la République. Donc que la République soit au rendez-vous de la République, liberté, égalité, fraternité, et elle fera avancer, je pense, le combat pour la sécularisation. Encore un mot, parce qu'on pourra en parler des heures. Rupture d'égalité, vous me parlez d'égalité, effectivement, homme-femme. Vous êtes une grande féministe. La défense du voile, est-ce que ça n'est pas aussi finalement relayer un discours qui consiste à dire de façon subliminale, si tu n'as pas ton voile, si tu sors tête nue, toi la femme, tu peux être considérée comme une séductrice. Et donc un discours culpabilisant. D'abord, vous connaissez cet argument. Si vous m'écoutez bien, je ne crois pas qu'on puisse dire « je défends le voile ». C'est pas ça que je dis. Mais je pense qu'une liberté, puisque je suis féministe, je me souviens d'un slogan dans les années 70 qui était pour moi majeur, qui m'a toujours accompagnée, c'est « ne me libère pas, je m'en charge ». Donc je ne crois pas qu'on impose cette liberté de la sorte. Je pense en revanche qu'il faut qu'on puisse ne pas stigmatiser, ne pas renvoyer, ne pas juger, appliquer les principes de laïcité, bien sûr, ça c'est clair, et ils sont aujourd'hui dans la loi de 1905, et il n'y a pas de remise en cause de cela, et je ne le remets pas, en cause, mais je nous dis à toutes et tous que stratégiquement, même pour celles qui se battent pour qu'absolument ces femmes retirent le foulard, qu'elles réfléchissent à l'effet inverse que peut produire cette stigmatisation. Clémentine Autain, hier, Sibeth Ndiaye, à votre place, porte-parole du gouvernement, disait « Mais bon sang, on ne peut pas débattre en France sur l'immigration sans que ça vire ou que ce soit considéré comme un scandale. Il le faut débattre pour affronter les défis qui, de ce point de vue, attendent la France. » Ouais. Le débat sur l'immigration a été rouvert il y a une semaine par Emmanuel Macron. C'est insensé. Franchement, c'est insensé parce que Emmanuel Macron a notamment été élu parce qu'il se présentait comme un rempart à l'extrême droite. À chaque fois qu'on rentre dans les termes de l'adversaire, on donne des points à l'adversaire. C'est simple, voilà. Donc l'extrême droite ne rêve que d'une chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, je dis que l'extrême droite ne rêve que d'une chose, c'est que le thème central
aujourd'hui soit l'immigration. On a les retraites, on a les enjeux, les enjeux climatiques, on en parlait tout à l'heure. On a des questions d'inégalité sociale qu'il faut aborder. Le contenu du travail aujourd'hui qui pose plein de problèmes. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les grandes questions sur lesquelles il faut se battre. Et il me semble que sur l'immigration, il n'est pas besoin de faire un débat annuel comme le propose Emmanuel Macron pour donner un tapis rouge à des discours d'extrême droite. D'autant plus que j'observe. Vous ne faites pas partie de cette gauche dont il parlait justement dans son discours il y a une semaine, qui s'est aveuglé pendant des années justement en refusant d'aborder frontalement la question. Ah mais moi je l'aborde. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas une crise de l'immigration, il y a une crise de l'accueil. Ça fait 30 ans que c'est globalement stable. Vous savez le nombre de personnes quand il dit que la France est le pays qui accueille le plus en ce moment en Europe, plus qu'en Allemagne par exemple. C'est sûr que l'Italie de Salvini, ça c'est sûr que vous dites c'est pas formidable. Bravo, mais quand on continue. non, ce n'est pas vrai. Il y a une loi asile-immigration et j'ai participé activement à ce débat dans l'Assemblée nationale où ce que nous avons vu, c'est une diminution des droits. Le droit d'asile a été grignoté, des mesures de rétention sur des mineurs ont été que la France est le premier pays aujourd'hui où il y a des demandes d'asile. Oui. Bien sûr, mais le droit d'asile, c'est pas un volant. On mélange tout. Le droit d'asile, c'est un droit. Et le problème aujourd'hui qu'on rencontre, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où il y a de très nombreux demandeurs du droit d'asile, c'est qu'on n'a même pas les personnels pour traiter les dossiers et donc pour faire appliquer le droit. Est-ce que c'est bien que la France soit aujourd'hui le premier pays où il y a Moi, je vous dis... C'est pas un problème. C'est pas un problème si nous sommes capables d'accueillir correctement. Non seulement si c'est pas un problème, mais il faut tous les accueillir. Si nous sommes capables... C'est un droit, le droit d'asile. Mélangeons pas toutes les choses. Je veux juste, il faut pas tout mélanger. On n'a pas été capable d'accueillir l'Aquarius. C'est une honte pour la France. Une honte pour la France. Un bateau qui arrive avec 80 personnes dedans et on le renvoie sur je ne sais quel port ailleurs. C'est une honte pour le pays des droits humains. Voilà, je le dis très clairement. Donc moi, j'ai pas peur de parler d'immigration. Je pense qu'en effet, mais pas sur le même angle qu'Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez dire. C'est un des sujets, mais ce que je constate, c'est que Valérie Pécresse, par exemple, qui était une droite plus moderne, plus sociale, elle a enfourché ce week-end dans le JDD un discours qui marche dans les pas d'une droite qui est une droite dure vis-à-vis de l'immigration. Et même des fois, à gauche, j'entends des discours qui me choquent. Donc, je ne suis pas pour refuser ce débat-là, mais je dis que si cela devient le terme central et que la gauche n'est pas correctement au rendez-vous, à quoi il joue, Emmanuel il y a Macron, un problème. Précisément à quoi il joue. C'est la question que je me pose. Et vous répondez ? Je trouve qu'il joue avec le feu et qu'il n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'un certain nombre d'électeurs avaient mis en lui au deuxième tour, mettant un bulletin de vote pour Emmanuel Macron pour être un rempart à l'extrême droite. Oui, je l'avais fait. Donc moi, je souhaite une bonne manifestation à tous ceux qui ont décidé de faire grève aujourd'hui parce que la retraite, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'avenir et pour tout simplement le partage du temps de la vie, la qualité de la vie et le partage des richesses. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir été notre invitée ce matin.